Lorsque l'avion transportant El Chapelle, porteur de la peste, a atterri à New York il y a 2 ans, le narcotrafiquant recherché au monde semblait confus. La profondeur de la cruauté humaine ne cesse d'étonner, laissant les gens se demander combien de ténèbres se cachent dans l'esprit humain. Même les peines les plus sévères peuvent sembler insuffisantes face à la brutalité de certains crimes. Plongeons dans les affaires choquantes, où les punitions infligées sont aussi stupéfiantes que les actes qui y ont conduit. Le seul suspect vivant dans le meurtre de Vanessa Guillen est au tribunal aujourd'hui. Janelle Ford explique les dernières nouvelles et nous montre un rappel à Fort Hood pour Guillen. Cecily Aguilar et Aaron Robinson. La mort tragique de la spécialiste de l'armée Vanessa Guillen, une Américaine de 20 ans, soldat de l'armée stationnée à Fort Hood, Texas, a choqué la nation. Sa disparition en avril 2020 et la découverte ultérieure de ses restes à Jones en 2020 ont attiré l'attention nationale sur les problèmes de harcèlement sexuel, d'abus dans l'armée et les échecs dans la gestion de l'affaire Guillen par les autorités militaires. L'affaire a conduit à l'une des peines les plus lourdes jamais infligées à une personne impliquée dans la dissimulation de son meurtre. Vanessa Guillen était stationnée à Fort Hood, une immense base de l'armée américaine. Base militaire Texas en avril, le 22-20. Elle a disparu près de son unité. Ses clés de voiture, sa carte d'identité et d'autres effets personnels ont été laissés dans l'armurerie. Ils pensaient que quelque chose de suspect s'était produit. Une enquête majeure a commencé impliquant l'armée, le FBI, les Texas Rangers et d'autres agences. Avant sa disparition, Vanessa avait dit à sa famille qu'elle était harcelée sexuellement par un sergent, mais elle ne l'avait pas signalé par peur de représailles. Sa mère sans papier lui a également conseillé la prudence, rendant la situation encore plus stressante. Au fur et à mesure que les jours passaient sans progrès, la famille devenait frustrée par le manque de réponse de l'armée. Des manifestations ont éclaté devant Fort Hood et même le Congrès s'est impliqué pour exiger des comptes. Le 30 juin, des restes humains ont été découverts près de la rivière Léon, menant les enquêteurs au spécialiste Aaron Robinson, l'une des dernières personnes vues avec Vanessa. Sa petite amie, Cecily Aguilar, a avoué que Robinson avait tué Vanessa avec un marteau dans l'armurerie et qu'elle l'avait aidé à démembrer et enterrer le corps. Lorsque la police s'est rapprochée de Robinson, il s'est suicidé. La mort de Vanessa a choqué la nation et révélé de profonds problèmes au sein de la culture militaire, notamment autour du harcèlement sexuel et de la sécurité. Le combat de sa famille pour la justice a inspiré des manifestations à grande échelle et des appels au changement. Son cas est devenu un cri de ralliement pour la réforme, déclenchant de nouvelles mesures pour protéger les soldats du harcèlement et assurer la responsabilité au sein de l'armée. L'affaire Guillen a attiré l'attention nationale, menant à une audition au Congrès en juillet 2020. Sa mère, précédemment détenue pour des problèmes d'immigration, a obtenu une libération conditionnelle grâce au soutien de Garcia et d'un avocat spécialisé en immigration. L'affaire a soulevé des problèmes systémiques, notamment en ce qui concerne le harcèlement dans l'armée. Vanessa Guillen était stationnée à Fort Hood, une immense base de l'armée américaine. Base située au Texas, couvrant 340 miles carrés. Elle a été vue pour la dernière fois le 22 avril 2020 à 1h de l'après-midi. Près de l'unité, ses affaires, ses clés de voiture, sa carte d'identité et sa clé de caserne étaient dans l'armurerie de l'armurerie. Sa famille a senti un problème, car elle n'aurait pas laissé ses objets. Les États-Unis, le commandement des enquêtes criminelles de l'armée, CID, le FBI et d'autres agences ont lancé une recherche, tandis que les unités de Fort Hood fouillaient la zone. Avant de disparaître, Guillen avait confié à sa famille qu'un sergent la harcelait sexuellement. Malgré les encouragements à le signaler, elle craignait des représailles. Elle pensait que les plaintes d'autres soldats contre le même sergent avaient été ignorées. La mère sans papier de Guillen s'inquiétait également d'attirer l'attention sur leur statut d'immigration. Avec Jones, sa famille est devenue frustrée par le manque de progrès. La mère de Guillen a publiquement critiqué l'enquête de l'armée et leur avocat. Nathalie Kawam a déclaré que la famille était tenue dans l'ignorance. Le 13 Jones, des centaines de manifestants se sont rassemblés devant Fort Hood, exigeant des réponses. L'armée a affirmé qu'il n'y avait aucune preuve d'agression, mais soupçonnait un acte criminel dans la disparition de Guillen. La députée, Sylvia Garcia, a rejoint les efforts, rencontré des responsables et aidé à obtenir plus de ressources. L'enquête a impliqué 300 entretiens et plus de 10 000 heures de travail. Le 17 Jones, la Ligue des citoyens latino-américains unis a offert 25 000 $ pour ajouter à la récompense de l'armée pour désinformation. Le procès de Cecily Aguilar, qui a commencé en 2022, a été un événement très émotionnel.
Ses actions pour aider Robinson à dissimuler le crime ont été perçues comme une trahison significative de la confiance, car elle n'était pas seulement impliquée dans le meurtre, mais elle a aussi essayé d'effacer les preuves en aidant à démembrer et à dissimuler le corps de Guillen. En 2023, après des mois de procédure judiciaire, Aguilar a plaidé coupable aux accusations fédérales. Lors d'une audience très médiatisée, elle a été condamnée à 30 ans de prison pour son rôle dans le crime. La sentence était sévère, car elle envoyait un message clair que le fait d'aider et d'encourager un meurtre et de dissimuler un crime aussi odieux serait sévèrement puni. La peine d'Aguilar était l'une des plus longues jamais infligées à un civil ayant aidé à dissimuler un meurtre militaire. La décision a été saluée par la famille de Guillen et ses partisans, car elle était considérée comme un pas vers la responsabilisation de tous les impliqués. La peine de 30 ans était perçue comme un message que de telles cruautés ne resteraient pas impunies. Aaron Robinson n'a pas été condamné car il s'est suicidé le 30 juin 2020. Alors que les forces de l'ordre tentèrent de l'arrêter, après avoir découvert des preuves le liant au meurtre de Vanessa Guillen, Robinson a fui Fort Hood et s'est tiré une balle avec un pistolet avant d'être appréhendé. Le 24 mai 2022, le département de la sécurité publique du Texas a révélé des détails glaçants sur le meurtre de Vanessa Guillen. Cecily Aguilar, qui était impliquée dans l'affaire, a expliqué pourquoi le spécialiste de l'armée Aaron Robinson a tué Guillen. Selon Aguilar, Guillen a accidentellement vu l'écran de verrouillage du téléphone de Robinson, qui affichait une photo d'Aguilar. Robinson a paniqué parce qu'Aguilar était marié à un autre soldat, ce qui rendait leur relation une violation des règles de fraternisation de l'armée. Craignant des répercussions, Robinson a attaqué Guillen, la frappant à la tête avec un marteau. Il y a du soulagement aujourd'hui. Quant à savoir si Cecily sera enfin tenue responsable de ses actions. Bien que l'affaire Vanessa Guillen ait eu un impact profond sur la politique militaire et sur la sensibilisation du public au harcèlement sexuel au sein des forces armées. L'enquête sur sa mort a conduit à un examen plus large de la culture militaire et de son traitement des femmes soldats. Après que l'affaire ait attiré l'attention nationale, les législateurs ont adopté la loi I Am Vanessa Guillen, qui visait à aborder les problèmes de harcèlement et d'agression sexuelle au sein de l'armée. La loi exige que les plaintes pour harcèlement sexuel dans l'armée soient traitées en dehors de la chaîne de commandement, pour protéger les victimes des représailles et garantir que les enquêtes soient menées équitablement. Cette loi a été une étape importante vers la réforme du système de justice militaire et la fourniture d'une meilleure protection pour les membres des services. Pour la famille Guillen, la peine de 30 ans pour Aguilar était douce amère, bien qu'ils aient apprécié qu'une certaine mesure de justice ait été rendue. La douleur de perdre Vanessa est restée avec eux. Ils ont continué à plaider pour des réformes plus importantes et pour que la mémoire de leur fille perdure à travers les changements que son cas a aidé à inspirer. La mort de Vanessa Guillen et les conséquences de l'affaire continuent d'influencer la lutte pour la justice pour le personnel militaire. Sa famille a utilisé leur chagrin comme une plateforme pour plaider en faveur de changements dans les politiques militaires concernant le harcèlement et les abus. Leurs efforts ont conduit à des réformes significatives. Mais leur combat est loin d'être terminé. Ils continuent à exiger plus de responsabilités au sein de l'armée et pour que les voix des militaires soient entendues. L'histoire de Vanessa Guillen reste un rappel puissant de l'importance de traiter le harcèlement sexuel dans l'armée et de tenir pour responsables ceux qui commettent des crimes, quel que soit leur grade ou leur position. Sa mort, bien que tragique, a conduit à des changements qui, espérons-le, empêcheront de futures tragédies et garantiront que les soldats soient traités avec dignité et respect. Michael Roy Jones. Le meurtre de Faith Hedgepeth, âgée de 19 ans, en 2012 a secoué la communauté de Chapel Hill, en Caroline du Nord. Faith, étudiante à l'Université de Caroline du Nord, a été retrouvée brutalement assassinée dans son appartement hors campus. L'affaire est restée non résolue pendant des années, et ce n'est que lorsque les preuves ADN ont finalement été analysées que le véritable coupable a été identifié en 2022. Le meurtrier, un homme nommé Michael Roy Jones, a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Sa peine était l'une des plus lourdes jamais prononcées pour une personne condamnée pour un meurtre non résolu. Le soir du 6 septembre 2012, Faith Hedgepeth, âgée de 19 ans, étudiante à l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, a assisté à un événement de recrutement pour Alpha Pi Omega, une sororité amérindienne qu'elle espérait rejoindre. Après l'événement, elle s'est rendue à la bibliothèque Davis de l'université avec son ami Rosario pour étudier. Les deux ont échangé des messages avec son père au sujet de rejoindre la sororité avant de quitter la bibliothèque vers 23h30 et de retourner à leur appartement. Plus tard, les deux sont allés à The Thrill, une boîte de nuit à Chapel Hill, où elles ont dansé jusqu'à environ 2h du matin.
Après avoir quitté le club, elles sont rentrées chez elles vers 3 heures du matin. Un voisin qui était éveillé a rapporté avoir entendu des bruits sourds à ce moment-là, qui étaient probablement liés aux événements menant à la mort de Hedgepeth. À 3h40, un message du téléphone de Hedgepeth a été envoyé à son ex-petit ami, Brandon Edwards, lui demandant de venir aider Rosario. Un homme accusé de tuer Faith Hedgepeth de Chapel Hill, retrouvé battu à mort dans son appartement. C'était la dernière activité connue de son téléphone. Vers 4 heures du matin, Rosario a quitté l'appartement pour se faire raccompagner par un ami, Jordan McCrory. Elle pensait que Hedgepeth dormait et a laissé la porte déverrouillée. Rosario a passé le reste de la nuit avec un ami, mais quand elle est revenue à l'appartement vers 11 heures du matin, le lendemain, elle n'a pas pu joindre Hedgepeth. Rosario et une autre amie, Marisol Rangers, sont entrées dans l'appartement et ont trouvé le corps ensanglanté de Hedgepeth dans sa chambre. La jeune femme était partiellement recouverte d'un édredon et partiellement nue. Elles ont immédiatement appelé le 911 et la police est arrivée pour enquêter sur ce crime tragique qui est resté non résolu. En 2016, la chance du meurtrier a tourné. Une avancée majeure dans l'affaire s'est produite lorsque les forces de l'ordre ont réexaminé les preuves ADN. Une correspondance a été trouvée dans une base de données nationale pour un homme nommé Michael Roy Jones. Jones avait déjà été arrêté pour un autre crime et son ADN était maintenant lié au meurtre de Faith Hedgepeth. En décembre de la même année, le FBI s'associe à la police de Chapel Hill pour les aider dans leur enquête et développe un profil du meurtrier. Jones vivait dans la même région que Faith au moment de son meurtre, et les enquêteurs ont commencé à soupçonner qu'il était la personne qui l'avait tué. Après des mois de surveillance et d'enquête approfondie, Jones a été arrêté. En 2021, soit une demi-décennie après le suspect et presque après le meurtre. Son arrestation a été un choc pour la communauté et a apporté un sentiment de clôture à la famille endeuillée de Faith. Le procès de Michael Roy Jones a commencé au début de l'année 2022 et il était clair dès le début que les preuves contre lui étaient accablantes. La correspondance ADN était une pièce maîtresse des preuves, mais les enquêteurs ont également découvert plus de détails reliant Jones au crime. Pendant le procès, Jones a nié toute implication dans le meurtre de Faith, mais les preuves le désignaient directement. L'accusation a présenté des témoignages d'experts en médecine légale, de spécialistes de l'ADN et d'enquêteurs qui avaient travaillé sans relâche sur l'affaire. L'équipe de défense a tenté de faire valoir que la correspondance ADN pouvait être une erreur, mais le jury a déclaré Jones coupable de meurtre au premier degré. Le juge a condamné Michael Roy Jones à la prison à vie et preuve clé l'affaire, y compris un sac de biscuits provenant du célèbre restaurant de Chapel Hill, sans possibilité de libération conditionnelle. La sentence a été considérée comme une juste punition pour la brutalité du crime. Et le fait que la famille de Faith Hedgepeth ait dû endurer des années d'incertitude et de chagrin avant de finalement obtenir justice. La condamnation à perpétuité a assuré que Jones n'aurait jamais la chance de blesser quelqu'un d'autre, et elle a apporté un sentiment de paix à la communauté qui avait été ébranlée par le meurtre. La condamnation et la peine de réclusion à perpétuité infligées à Michael Roy Jones étaient significatives pour plusieurs raisons. Non seulement cela a apporté justice à la famille de Faith Hedgepeth, mais cela a également souligné l'importance de continuer à enquêter sur les affaires non résolues et d'utiliser des méthodes médico-légales modernes pour résoudre d'anciens crimes. L'affaire Hedgepeth est également devenue un symbole de résilience pour la communauté de Chapel Hill, où Faith avait été une étudiante et une amie très appréciée. Sa famille et ses amis ont loué les enquêteurs et les responsables de l'application de la loi qui n'avaient jamais abandonné l'affaire. Et ils ont ressenti un soulagement en sachant que son meurtrier avait enfin été traduit en justice. En plus des implications juridiques de l'affaire, le meurtre de Faith, Hedgepeth a attiré l'attention sur les questions de sécurité sur le campus et la nécessité pour les universités de prendre des mesures plus fortes pour protéger les étudiants. L'affaire a incité beaucoup de gens à demander de meilleures mesures de sécurité sur les campus universitaires et un soutien accru pour les étudiants victimes de crimes violents. Jerry Bourne, 21 ans, est décédé tué vendredi après-midi aux appartements Camlock Village, près de South Estes Drive. La résolution de l'affaire Faith Hedgepeth a marqué la fin d'un chapitre long et douloureux pour sa famille. Mais cela a également déclenché de nouveaux efforts pour s'assurer que d'autres affaires non résolues ne restent pas sans solution. La famille de Faith, en particulier sa mère, est devenue défenseur de la réforme de la justice et des droits des familles des victimes. Ils utilisent leur voix pour sensibiliser à l'importance de continuer à rechercher la justice. Même lorsque la piste semble froide, l'histoire de Faith continue d'inspirer les gens à se battre pour la justice et à soutenir les familles des victimes qui cherchent encore des réponses. Sa vie a peut-être été tragiquement écourtée, mais son héritage perdure dans les efforts pour résoudre d'autres affaires non résolues et empêcher que de telles tragédies ne se produisent pour d'autres.
Lori Vallow et Chad Daybell. L'affaire de Lori Vallow et Chad Daybell est devenue l'une des histoires criminelles les plus choquantes et bizarres de ces dernières années. Elle impliquait la disparition et la mort des 2 enfants de Vallow, Tylee Ryan et Joshua G., dont les restes ont été découverts dans le jardin de Chad Daybell à Jones en 2020. Cette affaire impliquait non seulement des meurtres, mais aussi des croyances bizarres, semblables à celles d'une secte, avec Lori Vallow et Chad Daybell croyant en des visions apocalyptiques dans un scénario religieux de fin des temps. Leur relation, qui a dégénéré en un complot sinistre, a capté l'attention générale au fur et à mesure que l'enquête se déroulait. Et jusqu'à ce jour, ce que cela a fait continue de laisser les foules perplexes. En 2019, Lori Vallow, une mère de 2 enfants de l'Idaho, s'est impliquée avec Chad Daybell, un auteur autopublié qui avait écrit des livres sur la fin du monde et les expériences de mort imminente. Lori et Chad ont commencé à former une relation basée sur leurs croyances apocalyptiques communes. Lori devenant apparemment obsédée par l'idée que ses enfants, Tylee et Gigi, étaient des zombies en raison de leur comportement. En septembre 2019, Tylee Ryan, 16 ans, et JJ Vallow, 7 ans, ont disparu, et le comportement étrange de Lori et Chad a suscité des soupçons. Ils ont fui l'Idaho et se sont installés à Hawaï, tout en disant aux forces de l'ordre que les enfants étaient en sécurité et vivaient avec d'autres membres de la famille. En réalité, les enfants étaient déjà morts, et les actions de Lori et Chad suggéraient qu'ils essayaient de dissimuler leurs crimes. L'enquête a commencé lorsque les membres de la famille et les amis des enfants se sont inquiétés après n'avoir reçu aucune communication de leur part. En novembre 2019, les autorités ont effectué un contrôle de bien-être sur les enfants, et Lori Vallow n'a pas pu fournir d'informations concrètes sur leur localisation. Peu de temps après, elle et Chad ont pris la fuite. En juin 2020, les autorités ont découvert les restes de Tylee et Gigi, enterrés sur la propriété de Chad Daybell à Salem, Idaho. La découverte est survenue après une longue enquête et de multiples batailles juridiques avec Lori et Chad. Ils faisaient face à des accusations de meurtre, de conspiration et de destruction de preuves. Ils auraient conspiré pour tuer les 2 enfants, croyant que leur mort était nécessaire pour se préparer à un événement apocalyptique imminent. Lori Vallow a été accusée de 2 chefs de meurtre au premier degré, de conspiration en vue de commettre un meurtre et de vol qualifié. Chad Daybell faisait face à des accusations similaires, y compris de meurtre et de conspiration en vue de commettre un meurtre. L'affaire a été largement médiatisée, non seulement en raison de la nature brutale du crime, mais aussi à cause des croyances religieuses étranges liées aux motivations derrière les meurtres. Lori et Chad étaient tous 2 détenus en attendant leur procès, et en mai 2021, Lori a été déclarée mentalement inapte à subir son procès, retardant ainsi les procédures. Cependant, en 2023, Lori et Chad ont tous 2 été reconnus coupables. Lori a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, tandis que Chad a reçu une peine de mort. La sentence reflétait la nature extrême de leurs crimes, en particulier la mort de 2 enfants innocents. Les circonstances tragiques entourant l'affaire, combinées aux croyances religieuses bizarres des auteurs, en ont fait l'une des affaires les plus effrayantes des temps modernes. La condamnation de Lori et Chad a été l'une des plus attendues et controversées de ces dernières années. La condamnation de Lori, la prison à vie sans libération conditionnelle, a été accueillie avec un certain soulagement par le public et les familles des victimes. D'un autre côté, la peine de mort de Chad Daybell a suscité des discussions sur l'adéquation d'une telle peine sévère, en particulier compte tenu de son rôle dans l'organisation des décès aux côtés de Lori. L'affaire a laissé un impact profond sur les communautés impliquées, en particulier les familles de Tylee et JJ, qui ont dû endurer l'horreur de perdre 2 enfants à une violence aussi brutale et incompréhensible. L'affaire a suscité une indignation nationale, notamment parmi les adeptes des enseignements religieux de Chad Daybell. Beaucoup d'anciens adeptes de Daybell ont été choqués d'apprendre le côté sombre de ses croyances. Et l'affaire a mis en lumière le potentiel dangereux de certaines idéologies de type sectaire. La condamnation de Lori Vallow et Chad Daybell était un chapitre attendu depuis longtemps dans cette histoire tragique. Alors que l'affaire continue de se dérouler, elle rappelle les conséquences tragiques du fanatisme incontrôlé et l'impact dévastateur sur des vies innocentes. La Chapelle. Joaquin Archibaldo Guzmán Loera, mieux connu sous le nom d'El Chapelle, est l'un des barons de la drogue les plus infâmes de l'histoire moderne. Sa vie criminelle, qui s'est étendue sur des décennies, s'est terminée par une condamnation dramatique le 17 juillet 2019. États-Unis. District Jones Brian M. Cogan l'a condamné à la réclusion à perpétuité plus 30 années supplémentaires. En plus de la peine de prison, Guzmán a été condamné à renoncer à la somme stupéfiante de 12,6 milliards de dollars, un témoignage de l'ampleur de son empire criminel. Ce règlement final a suivi,
des années d'enquête, d'arrestations audacieuses et de procédures judiciaires. La chute de Guzman a été une grande victoire pour les États-Unis et les agences internationales de maintien de l'ordre, montrant jusqu'où elles sont allées pour capturer et condamner le leader insaisissable du cartel de Sinaloa. Le parcours de Guzman dans le crime a commencé modestement, mais a rapidement sombré dans l'infamie. Dans les années 1980, il était un opérateur de niveau intermédiaire dans le cartel de Sinaloa. Il a gagné son surnom El Rapido pour sa facilité à acheminer des stupéfiants du Mexique aux États-Unis. Dans les années 1990, Guzman était devenu une figure de proue au sein du cartel, mais ses activités ont été interrompues lorsqu'il a été arrêté au Mexique en 1993. Le revers n'a pas duré longtemps. Guzman s'est échappé de manière célèbre d'une prison mexicaine de haute sécurité en 2001 en se cachant dans un chariot à linge. Sa liberté a marqué le début d'un règne de terreur, s'associant avec Ismael El Mayo Zambada. Il a consolidé son contrôle sur le cartel de Sinaloa, qui allait devenir l'une des organisations de trafic de drogue les plus puissantes au monde. Sous la direction de Guzman, le cartel de Sinaloa était responsable de l'inondation des États-Unis avec de la cocaïne, de l'héroïne, de la méthamphétamine et de la marijuana. En utilisant des méthodes de transport créatives, y compris des sous-marins, des tunnels et même des avions en fibre de carbone, Guzman a veillé à ce que des milliards de dollars de drogue atteignent le sol américain. Son cartel n'était pas étranger à la violence. Pour maintenir sa domination, Guzman s'appuyait sur une armée d'assassins et de gardes personnels équipés d'armes de qualité militaire, y compris des grenades propulsées par fusée. Des témoins ont raconté des histoires poignantes de Guzman ordonnant personnellement des enlèvements, des tortures et des exécutions. Son arsenal comprenait même un AK-47 plaqué or et des pistolets incrustés de diamants, un symbole macabre de sa richesse et de son pouvoir. L'empire de Guzman prospérait non seulement grâce à la violence, mais aussi à la corruption. Il a infiltré les agences gouvernementales à tous les niveaux, des forces de l'ordre locales aux hauts fonctionnaires. Le cartel a payé des millions pour construire l'armée, mais il n'était pas le seul. Des millions en pots de vin, garantissant que ces opérations se poursuivent sans contrôle pendant des années. La chasse à Guzman est devenue une priorité internationale après des années de cavale. Il a été arrêté en 2014 par les autorités mexicaines, mais sa réputation de Houdini s'est confirmée en 2015. Guzman s'est échappé une fois de plus par un tunnel souterrain d'1 mile creusé directement dans sa cellule de prison. Cette évasion a été une humiliation mondiale pour les autorités mexicaines, mais elle n'a fait que renforcer la détermination des agences de maintien de l'ordre à le traduire en justice. En janvier 2016, après un raid audacieux à Las Mochas, au Mexique, Guzman a été capturé pour la dernière fois. Le procès de Guzman à Brooklyn, New York, a été un spectacle. Pendant plus de 3 mois, le tribunal a entendu le témoignage de 14 témoins coopérants, y compris d'anciens membres du cartel. Ces récits ont révélé des détails glaçants sur les opérations de Guzman, y compris son utilisation de sous-marins et de tunnels secrets, ainsi que le fonctionnement interne de l'empire de la drogue de son cartel. Les preuves comprenaient des communications interceptées, des vidéos, des registres et des témoignages sur l'implication de Guzman dans des actes de violence extrêmes. Le procès a également mis en lumière les milliards de dollars de recettes de la drogue canalisées à travers des stratagèmes de blanchiment d'argent créatif, y compris l'utilisation de sociétés écrans et la contrebande d'argent liquide en vrac. Le 17 juillet 2019, Guzman a été condamné à la réclusion à perpétuité plus 30 ans. La décision du tribunal a marqué la fin de son règne, mais elle ne pouvait pas annuler la dévastation causée par ses actions, a remarqué l'assistant du procureur général, Brian Benskowski. La longue route qui a amené El Chapo Guzman dans une salle d'audience des États-Unis est jalonnée de drogue, de mort et de destruction, mais se termine aujourd'hui par la justice. Avocat général Richard Donoghue a ajouté « Plus jamais il ne versera de poison dans notre pays, ni ne gagnera des millions, alors que des vies innocentes sont perdues. » Le coût financier porté à Guzman était tout aussi significatif. Il a été ordonné de renoncer à 12,6 milliards de dollars, un montant reflétant le chiffre d'affaires estimé du cartel pendant son mandat. Alors que Guzman réside maintenant dans la prison de sécurité maximale ADX Florence au Colorado, la lutte contre le cartel de Sinaloa se poursuit. L'organisation reste active, sous une nouvelle direction, soulignant les défis de démanteler des entreprises criminelles enracinées. La capture et la condamnation d'El Chapo sont des étapes importantes dans la guerre mondiale contre la drogue, mais elles soulèvent également des questions sur l'avenir des opérations du cartel et le vide de pouvoir laissé dans son sillage. L'histoire d'El Chapo sert à la fois de mise en garde et de rappel brutal des ravages, du coût humain du trafic de drogue. Les milliards qu'il a amassés ont été construits sur la souffrance d'innombrables individus et communautés, de la violence au Mexique au crime
crise de dépendance aux États-Unis. Alors que Guzman passe le reste de sa vie derrière les barreaux, son héritage reste un symbole de la lutte continue contre le crime organisé. L'impact de ses actions se fera sentir pendant des générations, mais sa chute offre l'espoir que la justice peut prévaloir même contre les figures criminelles les plus puissantes. Si vous avez apprécié ces cas, assurez-vous de regarder nos prochains présentés à l'écran.